Bonsoir à tous, merci d'être venus. Super soirée Java bytecode. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Donc, ça fait un petit peu plus de 15 ans que je fais du développement. Je passais par un peu tous les langages. Et puis 10 ans, je fais quasiment que du Java. Chez SWAT, je suis expert en RIA, en performance et industrialisation. Puis vous pouvez me retrouver aussi sur le blog de SWAT, sur développer.com et InfoQFR à temps partiel. Donc ce talk, pourquoi ce talk? Alors tout d'abord, c'est pour comprendre les exceptions qui sont renvoyées par la JVM. Des fois, on a certaines exceptions qui ne signifient pas grand-chose, mais avec ce talk, j'espère que ça va vous éclairer. On va aussi voir comment améliorer les performances d'une application. Donc c'est pas dans le sens on va désassembler un fichier classe pour savoir comment est le bytecode, mais c'est plutôt pour comprendre le bytecode, quelles sont ses incidences sur les performances et comment écrire du code plus performant. Dans un autre registre, quand on connaît le bytecode, on peut écrire des compilateurs pour tous les langages que vous voulez. Bon, certains seront plus compliqués à implémenter pour la JVM, mais c'est une possibilité. Et dernière raison, moi c'est celle que je préfère parce que c'est super fun. À vous de vous faire votre idée. Ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est une explication détaillée de la JVMS. Donc JVMS, c'est Java Virtual Machine Specification. On ne verra pas non plus tout ce qui est Java 5 et au-delà. Il y a déjà suffisamment de choses avec la spécification qui s'appelle Java 2. Et donc ça inclut Java 1.4. On ne verra pas non plus tous les outils comme ASM, BCEL, Java 6, Cyclib, etc. qui vont manipuler du bytecode dans du code Java. Et la JSR 292, donc c'est une JSR dédiée au langage dynamique en Java. Ce qu'on va voir, donc une introduction au fonctionnement de la JVM, une grande partie des instructions de la JVM, donc il y en a un peu plus de 200, on va voir environ 130. On va aussi faire un petit détour vers l'Unicode et Java, et pour terminer, une introduction au format classe, donc voir comment il est constitué. Un petit mot sur les terminologies. Donc quand je dis une JVM, la JVM ou hotspot, ça signifie exactement la même chose. C'est une machine virtuelle Java qui suit la spécification de la JVM. Et le compilateur Java, ça sera Javac qui est fourni avec la JDK. Il y en a d'autres, mais c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Le bytecode, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un langage intermédiaire entre le Java et le langage machine, qui est très proche d'un langage assembleur. Et l'avantage du bytecode, c'est qu'il est extrêmement rapide à interpréter, parce que si à chaque fois on devait interpréter du Java, ça serait assez compliqué. Mais pour améliorer encore les performances, on a un compilateur JIT, donc just in time, c'est-à-dire qu'on va compiler le bytecode vers du code machine, quand on a besoin uniquement. Donc c'est plus rapide qu'un langage interprété, puisque en compilant, comment dire, on va reprendre. Donc c'est plus le bytecode compilé sera plus rapide parce qu'on a plusieurs phases qui sont effectuées par le compilateur JIT. Donc on a tout d'abord des phases d'optimisation et des phases de caching. Donc le caching, c'est une mise en mémoire du code compilé en code machine. Et donc dès que vous allez faire appel à du code qui est caché, il n'y aura pas une phase de recompilation. Et il y a les optimisations, ça sera donc optimisation du code, mais aussi l'optimisation dans ce qui est caché ou non. Donc le code le plus souvent utilisé sera caché, et le reste sera recompilé à chaque fois. Ce qu'on va voir aujourd'hui,
Donc c'est partir d'un fichier classe qu'on va compiler donc avec l'instruction basique java-g none, c'est-à-dire qu'on ne veut pas inclure toutes les informations de debugging. On va ensuite le décompiler avec des assembleurs qui s'appelle Javap, qui est fourni avec la JDK. Donc verbose, c'est pour dire qu'on veut toutes les informations. Donc petit détail. Ici, la méthode est private. Avec ça ne décompilera pas les méthodes privées. Il faut rajouter l'option -p. Donc ça, c'est un fichier standard classe. On a différentes informations, la version, tout ceci, on va voir à quoi ça signifie. Un élément très important, c'est le pool de constantes. Donc, on verra en détail chaque élément à quoi ça correspond. Méthode ref, classe, name and type, UTF-8. Et ensuite, on a les différentes méthodes. Donc ça, la première méthode, en fait, c'est un constructeur qui n'apparaissait pas dans le code, mais qui est généré par le compilateur. On a la méthode main et toutes les instructions qui sont utilisées. Et la méthode qui fait l'addition de deux nombres entiers. Donc le but, c'est que vous compreniez à la fin de ce talk à quoi signifient tous ces éléments. On va aussi utiliser un outil qui s'appelle PJBA. C'est un outil que j'ai créé pour une série d'articles. Et son objectif, c'est d'assembler un fichier classe à partir du code texte qui est très proche du format classe et aussi à partir du Java. Donc ça, c'est, si on veut une comparaison avec des outils qui existent, c'est Jasmine et ASM. Donc si j'ai créé ces outils, c'est parce qu'il y a une série d'articles, je ne sais pas si vous avez vu, qui a commencé à être publiée cette semaine. Et donc ce talk est une introduction à la série d'articles. Un petit point sur ce qu'on appelle les descripteurs. Donc on va utiliser des méthodes ou des champs. On va définir en Java un type et un nom. Et pour la JVM, c'est à peu près la même chose, sauf que le type qui est en Java comme ça, il s'appellera Z pour le booléen. Donc ça, c'est un peu particulier. On aura J pour les longues. Car short byte, c'est un petit peu logique avec des B. Ensuite, on a V, donc, pour void. Les tableaux, ça sera un crochet. Et les références, ça sera avec un L terminé par un point virgule, sachant qu'on peut faire des montages objets, référence et tableau. Un petit exemple. Donc si je prends une méthode qui additionne deux entiers, qui retourne un entier, on a le nom, donc add pour le descripteur, i pour deux entiers, donc il n'y a pas de virgule non plus qui va séparer les paramètres. Et on a le type de retour qui est à la fin de la méthode, contrairement en Java. Un petit peu plus compliqué, ici on a des références avec des strings. Et donc, dans un fichier classe, il n'y a pas le concept d'import. On doit qualifier complètement les noms des classes avec des slash au lieu de points comme on ferait en Java. Donc le principe est le même. Là, on va concaténer deux chaînes pour retourner une chaîne. Et ici, ça sera donc des tableaux de booléens. Pour créer un autre tableau de booléen, on a le Z pour booléen. Le choix a été fait comme ça, pour ne pas rentrer en conflit avec le byte non plus. Et donc ça termine. Petite introduction. Maintenant, on va rentrer en détail dans le fonctionnement de la JVM. Donc la JVM, en quelques mots, c'est une machine virtuelle applicative. C'est-à-dire que c'est une application comme les autres, comme n'importe quel éditeur de texte, navigateur, etc., qui, au niveau du système d'exploitation, a un seul processus et qui a pour but d'abstraire toute la couche hardware. Il faut faire la différence entre une machine virtuelle applicative et une machine virtuelle système, qui a pour but d'émuler le hardware comme on aurait dans VMware ou autre chose. La JVM est basée sur une stack. On a deux types de machines virtuelles, c'est les stack-based et les register-based. L'autre type, c'est basé sur des registres, donc proche de n'importe quel CPU.
On a par exemple Dalvik, la machine virtuelle Java pour Android, qui est basée sur des registres et donc qui n'est pas compliant JVMS. On a aussi d'autres machines virtuelles pour l'UA par exemple, qui sont basées sur des registres. Ensuite, la JVM va utiliser des références symboliques et non pas des références directement en mémoire pour éviter toute collision entre plusieurs applications. Ensuite, une notion de ramasse-miettes. Je pense que vous êtes tous au fait de ce qu'est le garbage collector, qui va nous permettre d'éviter d'avoir à désallouer des espaces mémoire quand on n'en a plus besoin. Ensuite, la JVM, elle est complètement indépendante. Enfin, la JVM en elle-même, non, mais le langage, oui. Elle est indépendante de toute plateforme. Donc le slogan de Java, c'est Write once, run everywhere. Et donc on a pour chaque type des tailles précises. Un long, ça fera 64 bits à chaque fois, un int 32, quelle que soit la plateforme. Et dernier point, la JVM est basée sur l'ordre des octets du réseau, qui correspond au big endian. Donc le but, c'est qu'entre toutes les plateformes, on n'ait pas à se demander dans quel ordre je dois lire un objet. Donc est-ce que le most significant bit, qui correspond donc au bit le plus élevé, celui qui se trouve le plus à gauche, est-il vraiment à gauche, donc comme dans le big endian, ou à droite? Une version simplifiée donc de la JVM. On part d'un fichier source en Java, qu'on va compiler en .class avec le compilateur. Ensuite, quand on va lancer la JVM, le class loader va charger les classes en mémoire, donc tout le bytecode qu'il y a dans les classes, qui vont être placées dans la zone d'exécution. Et le code sera exécuté par le moteur d'exécution. Donc, c'est à peu près ce que je viens de dire. Celui-ci. Et donc, oui, dernier point. Donc, certaines zones, qu'on verra ici, sont par thread, donc toutes celles-ci, et les autres sont créées à l'initialisation de la JVM et détruites quand le processus s'arrête. Donc, en détail, on a plusieurs threads par JVM. Donc, quand la JVM se lance, on a plusieurs threads, dont un thread pour le garbage collector, un autre thread qui s'occupera d'exécuter, dans lequel la méthode main sera exécutée. Donc là, on a déjà deux types de threads. On a des types daemon et non daemon. La différence, c'est qu'un non daemon s'arrêtera quand la JVM s'arrêtera, alors que le type daemon, il va s'arrêter quand tout le code sera exécuté. Donc la méthode main est exécutée dans un thread de type non daemon, puisqu'on va arriver à la fin de la méthode main, et tous les threads enfants qui ont été créés depuis la méthode main ou de sous-enfants, le thread va s'arrêter. On a ensuite donc la heap, ou tas en français, dans lequel vont se trouver toutes les instances des objets et des tableaux qui sont des objets en Java. Ensuite, méthode area, ça sera tout le code en fait de vos fichiers classes. Donc les noms des classes, des packages, les variables, toutes les méthodes. Et le runtime constant pool, c'est ce qu'on a vu un peu au début, c'est tout le tableau, la partie pool de constante va se retrouver là-dedans pour chaque classe. Et donc, ces espaces sont communs à tous les threads. Si on rentre un peu dans le détail, un thread a un pointeur d'instruction qui permet de savoir dans chaque thread où on se trouve dans une méthode, qu'est-ce qu'on est en train d'exécuter et quelle est l'instruction donc suivante. On a une stack Java, donc aussi connue sous le nom de Java Stack Frame, qui va contenir des frames, et ça on va y revenir un peu plus tard. Et ici, la stack des méthodes natives, qui sont généralement en C ou en C++.
Donc les frames. Chaque stack en Java, c'est des stacks LIFO, donc last in, first out. Ici, chaque thread donc, a une pile de frames qui sont en fait la zone d'exécution d'une méthode. Chaque fois qu'une méthode sera appelée, il y a une frame qui sera créée et qui sera empilée sur la stack. Une frame va contenir les résultats partiels, va retourner des valeurs à la méthode invocatrice. Et puis, c'est à peu près tout. On va aussi effectuer un dynamic linking. On va détailler un peu ici. Donc, si on reprend une frame, c'est un tableau de variables locales. Donc, c'est un tableau simple sur lequel on peut récupérer des valeurs par index. Et on a une pile d'opérants. Donc, c'est aussi une stack. Pas confondre la Java stack qui correspond à toutes les frames et la stack d'opérandes. Donc, chaque instruction, en fait, va être stackée là-dedans. Et ici, on va pouvoir stocker des résultats partiels, sachant que quand on va retourner à l'appelant, on va retourner le sommet de la pile, mais on y reviendra. Et donc ici, on retrouve notre classe avec la zone des méthodes, où on a le code de la méthode et le pointeur d'instruction, et le pool de constantes, qui est donc commun à tous les threads, mais on a une référence dessus pour pouvoir effectuer le dynamic linking. Donc dynamic linking, c'est si une classe A fait appel à une méthode d'une classe B, il faut pouvoir justement récupérer les informations de la classe B ici. Donc il y a aussi des mécanismes un peu plus complexes quand on a de la surcharge de méthodes avec de l'héritage ou des interfaces où il y a un lookup un peu différent. On va aussi regarder du côté de la heap si l'objet est déjà instancié. Et donc c'est tout le concept du dynamic linking. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc en fait, j'ai mis plein d'explications. C'est si vous souhaitez relire un jour les slides et pour les personnes qui ne sont pas là. Donc on va voir un petit exemple d'une méthode main qui va appeler la méthode add. Donc on retrouve, c'est exactement l'exemple qu'il y avait au tout début. On retrouve notre première frame, donc c'est la frame qui correspond à la méthode main. Ici, c'est le paramètre string, puisque ça c'est ce que je n'ai pas mentionné, mais une méthode, quand elle est appelée, les variables locales contiennent les paramètres. Donc ici c'est main, c'est une méthode statique, on a la référence au tableau de chaîne de caractères. Si c'est une méthode d'instance, en revanche, à l'index 0, ce qu'on va retrouver, c'est this, c'est la référence à la classe qui est en train d'être exécutée, qui porte la méthode. Donc, si on commence, on va ajouter à la pile une constante, donc 1. On retrouve bien ici. Ensuite, on va ajouter 2. Et puis, on va appeler la méthode add. On retrouve bien le paramètre 1, 2, enfin, les valeurs 1, 2. La frame précédente est devenue inactive. On va ensuite push, donc ça c'est une petite erreur, ça devrait se trouver en bas. On va prendre le push, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur à l'index 0 du tableau des variables locales et l'empiler dans la stack. On va faire la même chose pour le paramètre à l'index 1. Et ensuite, on va appeler l'instruction qui va additionner les deux valeurs qu'il y avait dans la stack. On voit que les deux valeurs ont disparu et c'est le résultat qui a pris la place. Ensuite, on a l'instruction return qui va être exécutée. L'ancienne frame disparaît. On revient à la toute première qui redevient active. Et ensuite, le store result, on le met à l'index 1. Et puis, on en fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est en résumé
comment fonctionnent les frames dans chaque thread. Question? Non? Ok. Donc, maintenant, on va faire un petit détour sur les instructions. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, ce n'est pas des instructions très intéressantes qu'on va avoir. C'est vraiment la base pour comprendre le bytecode. Petit détail sur les types. Donc, la JVM comprend que 5 types. Donc, les types short, booléen, char sont inconnus, enfin, plus ou moins, de la JVM et ils seront traduits toujours en int, le booléen, donc ça sera 0 ou 1. Et puis on retrouve float, long, float, double, une référence pour les objets. Ces types sont, on va retrouver on va voir ça après. Donc ici les longs et doubles prendront 2 espaces dans la stack et dans les variables locales. Donc ça va prendre en compte, c'est si vous insérez dans le tableau à l'index 0 un long ou un double, il va prendre l'index 0 et 1. Donc il ne faudra rien insérer à l'index 1 si on ne veut pas détruire la valeur précédente. Ensuite, un petit mot sur les mnémoniques, qui sont en fait la version simplifiée des instructions qu'on retrouve dans la JVM. Donc chaque mnémonique est associée à un nombre entre 0 et 255, parce que ça prend un octet, sachant que nous, pour l'instant, on a 204 en Java 7. Ensuite, chaque nom s'appelle un code d'opération ou opcode. Ça, c'est pas très important. Donc pour les types qu'on retrouve, donc là je vous ai dit que ça n'existait pas, mais ça existe un peu en partie, on a des lettres qui correspondent à chaque type et qu'on va retrouver au début des instructions qui vont manipuler les types. Donc on voit ici, iadd, ça va additionner 2 entiers, load, ça va charger un entier des variables des variables locales. Et donc on retrouve tous les types avec une petite différence. Là, le A, c'est pour référence. Donc tout ceci va devenir un peu plus clair après. Ok. Ensuite, un petit mot, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avant. C'est un peu embêtant. Donc les différences entre les arguments et les opérandes. Donc un argument, ça va suivre l'instruction. Donc par exemple, LDC, c'est une opération qui va charger une constante. Donc ici, on va préciser la constante. En revanche, pour les opérandes, enfin les instructions qui utilisent les opérandes, ça sera les opérandes qui se trouvent dans la pile d'opérandes. Donc le iadd va prendre aucun paramètre, contrairement à ce que prendraient des instructions assembleurs qui vont faire appel à des registres ou en mémoire qu'on retrouvera à la suite. Ici, c'est le sommet de la pile, les 2 valeurs au sommet de la pile qui seront additionnées. Et la majorité des instructions de la JVM utilisent des opérandes et pas d'arguments. Il y en a 25, 30 qui prennent des arguments. On va commencer, première instruction, celle qui est la plus utile, c'est qui va permettre de retourner une valeur. Donc return, enfin les return comme ce qu'on a en Java, et le l qui vont indiquer les types, ce que j'ai précisé tout à l'heure, avec le return qui va retourner une référence à un objet. Le return tout court, c'est le return void qui n'est pas obligatoire en Java, donc on retrouve dans cet exemple ici, mais qui fonctionne très bien, pour indiquer lors de l'exécution que la méthode s'est terminée et on veut retourner à l'appel. Donc ici, si on prend l'exemple basique d'une méthode statique qui ne fait pas grand-chose, il va juste faire un renvoi return. On traduit en format texte. Donc on a une directive avec méthode, le nom de la méthode sans paramètres et avec un type void. Donc ça, si vous vous souvenez, c'est les descripteurs qu'on a vus au tout début. Et puis on a l'instruction return, qui est en revanche obligatoire, contrairement à Java, pour la JVM.
Puis à la fin, le méthode N qui correspond à la collade fermante. Ensuite, des instructions qui vont charger des constantes dans la stack. Donc là, c'est des constantes qui sont prédéfinies. Donc on a les valeurs, en fait. On a le type qui correspond à la lettre, const pour dire que c'est une constante, et puis la valeur qui va être insérée dans la pile. Donc c'est un objet, une référence nulle. On a ensuite un entier, M1, ça veut dire -1, donc -1, 0, 1, 2, etc. Puis après, on retrouve la même chose pour les longues, mais avec beaucoup moins de valeur, et les doubles aussi. Un exemple aussi encore. Donc on retrouve notre méthode statique avec la valeur 1, 0, donc c'est un double automatiquement en Java. Si on voulait un float, on aurait mis un F. Et donc on retrouve notre méthode version texte avec la constante. Quand on va exécuter cette méthode, dans la stack, on va pousser la valeur 1. Et puis on va retourner le sommet de la pile grâce à des returns. Sachant qu'il faut que tous les types correspondent. Là, on a la méthode qui retourne D, donc pour un double. Ce qu'on a ajouté à la pile, c'est bien un double, et on retourne bien un double. Si les types ne correspondent pas, la JVM renverra une exception. Donc comme les valeurs qui sont prédéfinies, on n'en a pas beaucoup, on peut quand même avoir des valeurs que vous décidez de mettre dedans. Avec les instructions byPush, qui va permettre d'utiliser un nombre qui va dans l'intervalle des bytes, donc de -128 à 127. Ensuite, SciPush, ça sera la même chose pour les shorts, donc moins 32 000 et quelques à plus 32 000 et quelques. Sachant que le i ici correspond à int. On verra un exemple, mais quand on va ajouter la valeur n à la pile, elle sera convertie automatiquement en int. Ensuite, on a trois instructions un peu particulières, c'est les LDC, qui peuvent charger un peu tout ce qu'on veut. Donc LDC underscore W vous permettent d'utiliser des constantes de type chaîne de caractères, int et float. Et LDC2, qui signifie deux emplacements dans les variables locales ou la pile d'opérants, va permettre d'empiler des longues et des doubles. Ici, la différence entre les deux, parce que c'est les mêmes valeurs, correspond au wide, qui correspond à un index, parce qu'en fait, c'est un peu la différence. Ici, ce qu'on va pusher dans la pile, c'est des valeurs, vraiment. Et ici, c'est des index qui pointent vers les constantes locales. Donc, si vous vous souvenez du fichier des assemblées, le slide avec la longue liste de constantes. Et donc, on va pointer vers la bonne valeur. L'index ici va être sur un seul octet, alors qu'avec le underscore W, ça sera sur 2 octets. Le LDC2, lui, n'a pas de version il sera toujours sur 2 octets, même si l'emplacement tient dans un seul octet. Un petit exemple. Donc, encore très basique. Ici, on a un nombre qui passe dans l'intervalle des shorts. Donc, on va utiliser l'instruction SciPush. Et, comme je vous disais, c'est converti en int. On fait un iReturn qui retourne un int. En revanche, on peut quand même avoir le type short pour pouvoir le récupérer. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est possible. Sachant que là, on est sur des constantes, on n'a pas besoin de faire du casting, mais si c'était un paramètre, on aurait besoin de caster en int ou en short. Enfin, en int, c'est automatique, mais en short pour pouvoir retourner la bonne valeur. Donc ça, c'est ce que j'ai dit sur les LDC. Ensuite, on va s'intéresser à comment récupérer une valeur des variables locales ou comment en stocker une. Donc pour stocker une valeur dans les variables locales, on utilise les instructions load. Donc on reprend comme tout à l'heure avec les lettres qui correspondent au type.
Donc ici, vous avez à peu près tous les types. Là, les seuls qui manquent, c'est pour les tableaux. Mais c'est à peu près la même chose. Donc ils viennent ici quand on regarde l'opcode. Parce que ici, je n'ai pas dit, mais le hexadécimal, ça correspond à l'opcode qui est inséré vraiment dans un fichier classe. Et donc, de toute façon, je n'avais pas de place et je préférais réduire un petit peu. Donc, ici, toutes ces instructions vont prendre la valeur au sommet de la pile et l'insérer dans le tableau des variables locales à l'index indiqué ici, donc pour les index prédéfinis, ou à un index au-delà. Si on veut mettre 4, 5, 6, on va utiliser ces instructions. Sachant donc le n, ça correspond à l'index, et il ne faut pas croire que c'est la valeur. La valeur est bien dans la stack d'opérand. Un petit exemple. Donc la méthode simple qui va prendre un paramètre et le retourner directement. Donc petit rappel, une méthode, donc ici on est dans une méthode statique. Le premier paramètre sera stocké à l'index 0 des variables locales. On va donc le charger non, oui, en fait, j'ai inversé. Le load va charger les variables des variables locales et l'empiler au sommet de la pile. Et donc, on va retourner la valeur avec eReturn. Donc là, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en version correcte. Donc, store va prendre la valeur au sommet de la pile et la stocker dans les variables locales. C'est exactement le même principe avec le n qui correspond aux index. Donc, petite précision quand même, utiliser la version prédéfinie sera plus rapide que utiliser une variable aléatoire, enfin aléatoire, non déterminée, ce qui va faire que l'exécution d'une méthode avec moins de paramètres et moins de variables locales sera beaucoup plus rapide qu'une méthode qui a 250 paramètres et 250 variables locales. Un nouveau petit exemple. On va assigner deux constantes à un int et un double, qui va prendre un peu plus de place en version JVM. Donc on va ajouter la constante qui peut, vu que c'est 17, on peut utiliser by push. On va stocker cette valeur dans les variables locales, qui correspond en fait à l'égalité. On va charger le double, et on va le stocker à la valeur 0, donc ça c'est vachement bien, puisqu'on va écraser l'entier qu'on a stocké précédemment. Et donc après on utilise le return pour dire que l'exécution s'est terminée. Et donc il faut faire bien attention à la valeur qu'on utilise ici. Donc le dstore 0 va écraser la variable précédente. Normalement on aurait dû utiliser dstore 1 si on voulait assigner correctement, mais vu qu'en fait on ne fait rien ici, le compilateur peut très bien décider d'ajouter dans les variables locales à l'index 0, puisque ça serait de l'espace qui servira à rien, et donc pas suffisamment optimisé. Et donc, oui. Oui. Pour revenir sur le slide, pourquoi dans ce cas-là, le compilateur il va quand même stopper la valeur 17 parce qu'elle n'est jamais utilisée? Non, ça après, c'est l'exemple que j'ai donné. Le compilateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Java, lui, ne fait pas vraiment d'optimisation comme ça. Ce qu'il va optimiser, ça sera avec le compilateur JIT, mais si tu fais un peu des conneries comme ça, il va quand même l'autoriser. Mais non, effectivement, là, il n'y a aucun intérêt à stocker le 17. C'était juste pour l'exemple, dire comment ça fonctionnait. Voilà. Je pense qu'avec la version 1.7, il ne le fait plus. Il va ? Il ne le fait plus avec la nouvelle version, la JDK 1.7. Je sais plus. Tu crois qu'il ne va plus générer ça ? Ouais. À vérifier. Ça... Mais généralement, de toute façon, avec les éditeurs aujourd'hui, on a les warnings. Donc, un développeur consciencieux supprimera les variables locales non utilisées. Donc ici, un petit mot quand même donc sur l'erreur qu'on avait vue un peu comme tout à l'heure. Ici, donc sans parler de compilateur, ça c'est du code qu'on écrirait à la main.
ou quand on crée un compilateur. Donc on va charger une chaîne de caractères dans les variables locales, avec le astore à l'index 2. Et puis ensuite, on va charger la valeur 3.14 à l'index 1. Et donc là, on a la même chose que tout à l'heure, c'est qu'on a surchargé, enfin, on a pris la place du astore, enfin, l'index 2 de la chaîne de caractères avec le double qu'on a inséré ici. C'est comme je l'ai dit précédemment, un double comme un long prend 2 espaces dans les variables locales et la stack. Et donc, si on veut récupérer ce qui est à l'index 2, on a une erreur. La JVM va remonter une exception, puisque la string n'existe pas, et on n'a pas le droit de récupérer une partie d'un double indépendamment, quoi. Ça ne correspondrait pas à grand-chose de toute façon. Ensuite, on va passer aux instructions qui vont permettre d'effectuer des opérations. Donc les noms sont assez simples, hein. Add pour additionner, soustraire, multiplier, diviser. Le rem, c'est pour les calculs de reste, des divisions. Et neg, ça sera pour inverser le signe d'un nombre. Ces 5 types prennent 2 paramètres dans la stack d'opérandes, et celui-ci un seul. Sachant donc qu'à chaque fois, ces 6 catégories vont prendre les valeurs qu'elles vont utiliser donc, pour effectuer l'opération et les supprimer de la pile et rajouter le résultat au sommet. Donc un petit exemple pour un calcul. En mathématiques, on utilise une notation qui s'appelle infix, donc avec les signes en plein milieu. On va utiliser des parenthèses pour changer les priorités. On a un autre type de notation qui est utilisé dans des langages comme Scheme, Lisp, qui vont utiliser une notation préfixée. Et donc, en fait, l'opérateur correspondra à des méthodes, enfin des fonctions avec les paramètres. Donc là, on fait plus 3 et puis le résultat de la multiplication. Puis on a un troisième type, c'est la notation préfixée, qui va mettre les opérations à la fin. Enfin, pas toujours à la fin, en fait, mais... Et donc, c'est le type c'est le type de notation utilisé par la JVM. On va avoir un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc, si je fais cette opération un peu complexe qui convertit en notation postfixée correspond à ça. Je vous passe le détail sur comment on transforme une notation infixée en notation postfixée. Mais faites-moi confiance, ça correspond bien à ça. Donc, on reprend, donc méthode add, qui va retourner un int. On va ajouter les constantes qui ont été déterminées, donc ça correspond exactement à ce qu'on avait ici, 2, 7, 5. Après, on fait la soustraction, la multiplication. Ici, on a ce qui se passe dans la stack, parce qu'on n'utilise pas du tout de variable locale. On aurait tendance à penser qu'on va prendre une notation infixée qu'on a l'habitude d'utiliser et stocker les résultats partiels dans les variables locales, mais ce n'est pas du tout optimisé. Le but, c'est vraiment de prendre uniquement ce qu'il y a dans la stack et d'effectuer les calculs au fur et à mesure. Donc le compilateur, quand vous allez écrire l'expression comme ça, va bien la transformer en expression postfixée pour que ce soit optimisé. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder ici. Il y a justement un article de la série qui sera dédié à cette conversion, à l'implémentation d'un parseur et d'un résolveur d'expression. Ensuite, donc on va passer très rapidement sur les autres instructions mathématiques qui vont permettre de décaler des bits. Donc, SH, c'est Shift. Le L, ce sera pour Left. Le R, ça sera pour Right. Et le U, c'est pour le unsigned, donc qui correspond au triple supérieur. On a les opérations logiques, le et, le ou, le XOR, qui sont exactement comme ici. Donc vous constatez qu'on peut faire des opérations logiques uniquement sur des int et des longs. Et les deux types, comme toujours, doivent être identiques. C'est-à-dire qu'ici, on va faire un shift uniquement sur des entiers. Donc les deux valeurs dans la stack d'opérandes
doivent être des entiers ou convertis en entiers. Le compilateur, automatiquement, va caster dans le type qui correspond. Donc, si vous avez un long et un int, automatiquement, ça sera le L qui sera utilisé pour effectuer l'opération. On a aussi des instructions de casting. Donc ça, c'est I to L, donc c'est int to left, to long, etc. Et puis, on a 3 petites instructions qui servent quasiment plus à rien. En fait, c'est donc int to byte, char ou short, qui sont vraiment utilisés pour la sérialisation. Dans la sérialisation, ce qu'on veut, c'est des fichiers qui font la taille minimum. Et donc, on va utiliser les types byte, char ou short pour que ça prenne beaucoup moins de place. Mais dans du code Java, si vous n'avez pas besoin de sérialiser les objets, il n'y a absolument aucun intérêt à utiliser ces types, puisque la plupart du temps, il va falloir effectuer des castes dans tous les sens. Et puis de toute façon, la JVM ne les utilise pas telles quelles. On va se terminer cette série d'instructions par des instructions un peu plus complexes qui vont manipuler la stack. Donc, je ne vais pas trop passer le temps dessus, mais le principe, c'est les POP qui vont retirer des éléments de la stack. Les dupes vont dupliquer des éléments et swap va inverser les 2 premiers éléments. Un petit exemple, enfin 2 petits exemples. Si on prend cette instruction, donc on a rajouté la constante 1 dans la pile, le pop va juste la supprimer. Après, on prend dup, donc on a ajouté les 2 constantes, 1, 2, sachant que le 1 est bien au sommet de la pile. Et ce qu'on va dupliquer, c'est le sommet de la pile et l'ajouter en dessous. Donc les dup, dup2, dup2-x, etc. C'est juste pour savoir le nombre de valeurs, enfin c'est plutôt d'éléments, qui seront dupliqués et à quelle position ils seront insérés en dessous de la pile. Savoir que on parle d'éléments, puisque les longues et les doubles prennent 2 cases, donc le dup2, il va dupliquer un double uniquement. Il ne faut pas considérer que ça sera les 2 éléments au sommet. Mais ça, on va le retrouver ici. On a inséré un double, un int, enfin les 2 int, et le dup de underscore x2, il duplique les 2 premiers éléments et les insère sous le 4e élément. Donc quand je dis élément, c'est des slots dans la pile et pas les valeurs. Ici, vous voyez la forme, parce qu'en fait, il y a plein de formes différentes qui correspondent à peu près à la même chose. Ça dépendra du type des valeurs qui sont actuellement sur la pile. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un long et un double, le résultat serait le même. En fait, le long serait mis en dessous. Et c'est plusieurs cas, mais le principe est exactement le même. Je n'ai pas vraiment de code Java, puisque c'est de l'optimisation. Et comment manipuler ces données, c'est-à-dire que si vous allez appeler 2 fois une méthode, on va dupliquer l'objet, enfin l'instance sur lequel on va appeler la méthode, au lieu de stocker la référence et avoir à récupérer à chaque fois le type. C'est un peu compliqué à expliquer, mais sachant qu'on n'a pas vu comment toutes les instructions qui permettaient d'appeler des méthodes, c'était des champs ou récupérer des valeurs. Ça fera partie d'une partie suivante. Donc, un petit mot sur l'Unicode et Java. Donc, en Unicode 6.2, on a un peu plus de 100 000 caractères qui couvrent 100 systèmes d'écriture. Chaque caractère associé à un point de code qui a la forme U plus un nombre hexadécimal, donc avec 6 chiffres maximum, ce qui permet de définir plus d'1 million de caractères. Donc ce qui est bien important de noter, c'est que l'Unicode, c'est un jeu de caractères, ce n'est pas un système d'encoding. Pour le codage, on utilise donc l'UTF ou l'UCS, sachant que l'UCS, on n'utilise pas vraiment actuellement et de moins en moins.
comme on verra ça dans le prochain slide. Donc si je prends le cas de l'UTF-8, il est encodé en 1, 2, 3 ou 4 bits, octets pardon, en fonction de la valeur du point de code du caractère. Donc entre 0 et 7F, c'est-à-dire juste tous les caractères ASCII seront encodés sur un seul octet. C'est-à-dire que la méthode de codage pour de l'ASCII ou l'UTF-8 sera identique. Et si on fait des comparaisons des caractères encodés en UTF-8 ou en ASCII, on aura une égalité. Et etc. Oui. ASCII, c'est 127 caractères, Oui. Oui, 127. De 0 à... Tout à fait, oui. Donc on a toute la série des caractères invisibles avec les chiffres, et les caractères latins non accentués, uniquement. Donc, tous les caractères français les caractères français accentués sont au-delà de l'ASCII. En fait, ce choix a été fait surtout pour les Américains, parce que ASCII c'est pour American Standard, je sais pas trop quoi, international machin. Et le but, c'est qu'ils n'aient pas à convertir toutes leurs applications qui utilisaient de l'ASCII, parce qu'ils en avaient généralement rien à foutre de tout le reste. Et donc, ils voulaient être compliant avec l'Unicode, mais sans faire trop de boulot. Et donc, le choix a été fait de prendre un seul octet pour tous ces caractères, sachant qu'un octet, donc, ça va jusqu'à 256 valeurs, de 0 à 255. Et on pourrait mettre une partie là-dedans. Mais donc, quand c'est sur un seul octet, on fait commencer le caractère par 0. Et donc, on a les 7 bits qui correspondent aux 7 bits, donc qui vont jusqu'à 127. Ici, tous les autres octets ici commencent par 10. Là, on a les 1 qui correspondent, en fait, on pourrait dire, au nombre d'octets qui est constitué le caractère. Donc 1, 1, on a bien 2 octets, 3, 1, 3 octets, 4, 1, etc. En UTF-16, donc, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, il y a pas, le codage il est fait sur 2 ou 4 octets. Aux origines, l'UTF-16 était encodé uniquement sur 2 octets, mais il n'y avait pas suffisamment de caractères, parce que 2 octets, ça nous fait arriver à 65 000 caractères et quelques. Et ce n'était pas suffisant. Donc BPM, c'est pour Basic Multilanguage Plan. Donc c'est le plan basique, c'est-à-dire que de 0 à F, enfin 4F, c'est le plan basique qui tient sur 2 octets, justement. Et donc la conversion, elle est assez simple, ce qui est vachement bien, parce que ça, c'est pas bon. Donc là c'est le point de codage et normalement ici on a 4 et 10 et pas 9 et 45, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et ensuite on a donc pour tous les caractères supérieurs à 65 000, donc bon, si on prend en décimale, on a des plans supplémentaires et là le codage il est un peu plus compliqué, c'est à dire que chaque point de code va être séparé en 2 fois 2 octets. Donc, je vous passe le détail du calcul, mais on a donc pour 64 000 machin, D9 50 et DF 21 d'un autre côté. Donc, on appelle ça une surrogate pair, c'est des paires de remplacement, avec la partie 1, ça sera la zone d'indirection haute et la zone d'indirection basse. Enfin, c'est des informations qui ne servent pas à grand chose, mais petite note, il ne peut jamais y avoir de conflit si on interprète la moitié d'une paire avec, donc qui est encodé sur 2 octets, avec un caractère qui est lui encodé sur, sur 2 octets aussi, mais qui n'a pas une deuxième paire, puisqu'il y a des zones qui sont réservées pour justement le plan supplémentaire, donc entre D800, je ne sais plus trop quoi. C'est-à-dire quand on va chercher un caractère, on peut déterminer dans quel plan il se trouve automatiquement sans avoir de conflit. On ne pourra jamais considérer que ceci est un seul caractère. L'UTF-32,
c'est le dernier encodage très peu utilisé. C'est surtout utilisé dans les éditeurs texte. Parce que dans un sens, c'est le plus rapide puisqu'il ne nécessite aucune transformation. Mais c'est celui qui prend aussi beaucoup plus de place. Alors pourquoi je vous parle d'Unicode depuis 5 minutes? Parce qu'on est dans une soirée bytecode. Pourquoi l'Unicode? C'est tout simple. Parce que un fichier Java, enfin une source Java, peut être encodé en plusieurs... le type de codage est variable. Généralement, on utilise l'UTF-8. Dans le pire des cas, c'est l'encodage du système d'exploitation. Ce qui peut donner des résultats très embêtants. Donc c'est pour ça que l'option de Javac encoding est très importante. Pour lui indiquer vraiment le type d'encodage qui est utilisé dans les fichiers et pas avoir des caractères super bizarres qui s'affichent à l'écran. Et donc c'est important parce que lui, quand il va compiler un fichier Java en fichier classe, il va le convertir en UTF-8 modifié. Alors c'est l'UTF-8 mais un peu différent. On a donc le caractère nul qui sera encodé sur 2 octets. C'est-à-dire que le caractère nul en Unicode, c'est 0. En ASCII aussi. Le seul problème, c'est que 0, ça correspond généralement à la fin d'une chaîne de caractères. Dans de nombreux langages, c'est une fin de chaîne de caractères. Donc, on va encoder le nul pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur d'une string sur 2 octets. On va ensuite transformer tous les caractères qui sont sur 1, 2 ou 3 bits. Enfin, on ne va même pas les transformer, ils seront utilisés tels quels. Ce qui va être transformé, c'est tous les caractères, donc, ce qu'on avait vu plus tôt, ici, c'est qu'on a 4 types pour 4 formats différents pour l'UTF-8 en fonction du point de code. Donc, ceux qui sont dans le BMP, qu'on a vu après, ils sont sur 3 octets, et les autres sur 4. Et donc l'UTF-8, lui, va encoder uniquement, va prendre en compte les caractères sur 1, 2 ou 3 octets. Pour tous les autres, en fait, chaque paire de substitutions, j'avais dit qu'il y avait 2 paires de 2 octets, seront traitées comme ça, quoi. Il n'y aura pas de traitement particulier, mais ils seront séparés. Et dernier point, la JVM utilise de l'UTF-16. Et donc il faut faire très attention aux données qui arrivent de votre application, que ce soit un fichier ou d'un service web, pour ne pas se tromper dans l'encoding. Donc si vous utilisez une librairie qui fait la conversion automatiquement pour l'XML ou du JSON, il n'y a pas de souci. Mais dans d'autres cas, il faudra bien faire attention à utiliser le bon encoding et les méthodes qui correspondent. Enfin, le plus important, c'était l'UTF-8 modifié qu'on va retrouver prochainement. Là, on va faire une petite pause. Vous avez des questions? Non? Une question, est-ce qu'il y avait un autre choix que Unicode? Caractère 7, à part Unicode, il y a quelque chose qui existe? Ouais, enfin, pour les sources Java, oui, tu peux utiliser, je sais pas, il y en a 20, 30 qui sont autorisés par le compilateur. Donc tu as tous les CP, donc nous sur Windows en français c'est du CP 15, je sais pas trop quoi. Ouais. Et on a donc les KOI-R pour les Russes, les Japonais ont un système d'encodage aussi, enfin tout ce qui existait avant Unicode pourrait être encore utilisé aujourd'hui. Voilà. Et donc un petit mot aussi, c'est que j'ai pas précisé. L'UTF-16, quand Java a été créé, c'était une super bonne idée. Parce que l'UTF-16, ça tenait que sur 2 octets, donc l'écart en Java prennent 2 octets. Petit problème, c'est que maintenant, depuis 96, l'Unicode
encode des caractères au-delà du BPM, et donc ils ne tiennent plus sur 2 octets. Donc quand on va chercher la taille d'une chaîne de caractères avec .length en Java, on n'aura pas le bon nombre de caractères si on utilise des caractères au-delà du 65 millième et quelques. Et donc pour tous ces calculs, il y a la classe caractère qui permet d'identifier un caractère avec, donc il y a des méthodes iSurrogate, low ou high. Et on a aussi toute une série de classes qui vont permettre de compter le nombre de caractères par système d'écriture, parce que ce qu'il faut bien noter, c'est qu'un caractère Unicode, ça ne correspond pas toujours à un caractère visuel. Donc il y a plein de langues asiatiques qui vont former un caractère visuel avec plusieurs caractères. Donc, le plus commun, ça sera le japonais, le chinois, le coréen, etc. où on a 2-3 caractères Unicode qui vont former un seul visuel. Donc là aussi, on a besoin de méthodes, parce que le .length Java, lui, va calculer le nombre de Unicode, et en plus sur 2 octets. Et donc, il faut pouvoir découper correctement, et donc vous retrouvez dans l'API Java tout ce qu'il faut. Et idem pour le découpage des mots, parce que en français, nous, et en toutes les langues occidentales, pour séparer les mots, on a des espaces. En chinois, il n'y a pas d'espace, donc il faut des méthodes particulières. Voilà. C'est tout ? Oui. Concernant cette première partie, le bytecode, c'est un fichier qui va contenir une suite d'instructions Java, par exemple iLoad, etc. Et ces instructions seront directement interprétées par la JVM et transformées en assembleur, c'est ça? Par le compilateur JIT, elles sont compilées en machine, en code machine. Et, mais là, justement, c'est la suite, c'est savoir comment est constitué le fichier classe avec les instructions, le pool de constantes qu'on a vu. Et... Donc on va reprendre. Dernière ligne droite, c'est bientôt terminé. Le format classe. Donc un fichier classe a une structure interne, donc je le rappelle, c'est du bytecode. Et contrairement à l'XML ou à du JSON où il y a une correspondance clé-valeur, ce n'est pas le cas dans un fichier classe. C'est vraiment une succession de bytes qui ont donc une taille bien précise pour chaque élément, pour savoir à quel endroit on se trouve dans le fichier quand la JVM va lire le bytecode. Donc on peut présenter très simplement un fichier classe avec une classe Java, en prenant des int, des shorts, sans oublier qu'un byte, un short, un int, ça correspond à des types non signés. Si vous regardez la JVMS, en fait, ils utilisent des structures correspondant un peu à du C, et donc les types, ça sera U1, U2 et U4, correspondant à les non signés de 1, 2 ou 4 octets. Et donc, quand on décompile le fichier classe, on retrouve à peu près la même chose, sachant que des informations ont été simplifiées, comme le nom de la classe. Et donc, on a tous les champs qui sont présentés ici. Et ici, on a la correspondance, puisqu'on a des références, hormis le type UTF-8, qui porte une valeur, une chaîne de caractères. Tous les autres vont porter généralement l'index pour pointer vers un UTF-8, un classe, etc. On va voir ça en détail. Donc, déjà, avant d'attaquer le détail d'un fichier classe, il faut noter que la JDK fournit 2 classes assez intéressantes pour créer et lire des fichiers classes. Donc, Data Output Stream et Data Input Stream. Un petit exemple. Donc si on a un arbre syntaxique, à partir de là, on peut écrire très simplement le fichier. On crée, là il y a des paramètres, peu importe. Et en fonction du type, on sait que le magic, si on prend ici, c'est un int. Alors je fais write int, write short,
Il y a aussi write UTF-8 qui va convertir une chaîne de caractères automatiquement en UTF-8 modifié. Et donc, on n'a aucun souci à se faire à ce point de vue-là, puisqu'il y a aussi des méthodes, quand on le verra, pour write float et write double. Parce qu'il faut convertir ces nombres en bytes, ce qui n'est pas fait de base pour qu'on ait des nombres flottants. Donc, on commence par le début, le nombre magique, qui a toujours pour valeur Café Babe. Ils se sont bien amusés quand ils ont créé le langage. Et donc, c'est le nombre magique qui permet d'identifier un fichier classe et dire c'est du Java que j'ai, sachant que si vous écrivez un fichier classe à la main, vous pouvez très bien mettre Café Babe et puis derrière tout et n'importe quoi. Heureusement, la JVM a une phase de vérification pour vérifier que la structure du fichier classe est appropriée et correspond bien à du Java en bytecode. Ensuite, on a les versions, donc majeur, mineur. Les versions ne correspondent pas aux versions de Java, donc ça ne sera pas 1, 2, 3, 7, etc. C'est 45.3, sachant que le point correspond à la version mineure, mais elle a disparu depuis. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais simplement, depuis Java 5, on prend 44 et on ajoute le nom pour connaître la version. Donc Java 7, par exemple, ça serait 51. Et c'est intéressant de connaître ce nom, puisque si vous utilisez, vous avez une application qui est en Java 6, et vous utilisez une librairie qui est en Java 7, et que la JVM c'est pour du Java 6, il y aura une exception en disant c'est pas la bonne version, il va jeter l'exception 51, enfin avec la valeur 51, qui vous permettra d'identifier vraiment le problème. Ensuite, donc ce que je disais, c'est la partie la plus importante d'un fichier classe, en partie la plus importante. Le pool de constantes, qui n'a aucun équivalent en Java. Il faut vraiment considérer que c'est un tableau avec, comme les tableaux les variables locales, on peut récupérer les valeurs par des index. Le premier index c'est 1 et non 0, mais 0 doit être valide. Enfin, ça c'est juste un détail, mais donc à chaque fois qu'on va insérer quelque chose, il faudra commencer par 1 et non 0. Si on représente ça en Java, une entrée du pool de constantes, c'est formé d'un octet qui correspond au tag. C'est le type de constante qu'on va utiliser. Et puis le tableau d'octet, ça sera plein d'informations qui dépendront du type de tag. Les tags, il y en a 11 en Java 1.4 et il y en a encore plus aujourd'hui, sachant que avec invoke dynamique, etc., on a rajouté pas mal, qui sont numérotés de 1 à 12. Le 2 n'existe pas. Donc on va voir en détail à peu près tous les types. Le premier, c'est plus commun. Constant UTF-8 qui va stocker donc en UTF-8 modifié toutes les chaînes de caractères, les noms de package, les noms de classe, de méthode, et les constantes de type chaîne de caractères, enfin les chaînes de caractères de type constante que vous définissez dans votre code Java, seront stockées là-dedans. Donc le tag a pour valeur 0,1, c'est 1 ici, en fait, c'est juste ça. La longueur, c'est la longueur de la chaîne de caractères. Et donc, si on revient à ce que j'ai dit, c'est le nombre d'octets qui constituait la chaîne de caractères, pas le nombre de caractères. Et pour finir, la chaîne de caractères. Donc si on prend la méthode du data output stream, le write UTF-8, automatiquement, il va créer, il va calculer la longueur et mettre la chaîne de caractères encodée au bon format. Ensuite, donc, constant int, constant float, rien de très particulier hein, pour stocker des constantes ou des floats. Donc comme l'autre, non c'est pas comme l'autre, l'instruction qu'on a vue tout à l'heure, load LDC, va pointer
sur une constante de ce type-là. Et donc on a aussi, on verra après, pour les doubles, les longues et les strings. Donc on retrouve le type de tag qui est bien identifié ici, et la valeur. Donc ici c'est un peu particulier, puisqu'il faut convertir le float en int, sans perdre aussi l'information. Heureusement, le data output stream a aussi la conversion. Enfin, le but, c'est de tout mettre en tableau d'octets, pas de bytes. Puisqu'on n'a pas de float ou de double dans un fichier de bytecode. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la conversion, mais il faut bien prendre en compte ça. Si vous mettez un float ici, ça va tout casser. Ça va tronquer, tout ce qui est après la virgule, ça va disparaître. Et donc là, on a la même chose avec les longues et les doubles. Donc le long, on va mettre long, et le double, on va prendre un long aussi, puisque un double, avec les spécifications IEE, je ne sais plus combien, définit la double précision sur 64 bits. Et puis la dernière constante utilisée par LDC, ça sera la constante string, qui donc est un peu différente des précédentes, puisqu'elles ne contiennent pas des valeurs, mais un index sur le constant UTF-8. On a aussi le constant class, qui fonctionne un peu sur le même principe que sur la constante string, puisqu'on a encore un index sur une constante UTF-8, sachant que on va stocker le nom complètement qualifié de la classe, avec tous les noms de packages séparés par des slash. Sachant que les tableaux sont aussi des objets, on peut avoir l'écriture comme ceci. C'est un tableau à 2 dimensions d'entier. Ensuite, constant name and type, ça sera pour identifier des noms de champs ou de méthodes. Donc on retrouve encore 0C pour 12, ouais. Avec le nom de la méthode ou du champ qui pointera encore sur la constante UTF-8, et puis le descripteur qui correspond au type pour un champ d'une classe, le field ici, qui pointe aussi sur une constante UTF-8. Et puis les 3 derniers, c'est constant field ref, constant method ref, constant interface method ref, qui contiennent les index sur une constante classe et une constante name and type. Ces constantes sont utilisées pour toutes les invocations de méthodes ou de champs, pour faire un set ou un get d'un champ. Et donc la structure est assez simple. On retrouve là les shorts, c'est juste parce que les tableaux sont... Enfin, le pool de constantes peut avoir seulement 65 000 valeurs, ce qu'on a retrouvé précédemment. Des questions sur ça? Je suis passé un peu rapidement. C'est un peu difficile de vous expliquer à quoi ça sert vraiment sans rentrer dans le détail. Il faut juste savoir que c'est les instructions qui vont avoir ces arguments, enfin, l'index de la valeur en argument. Donc, comme LDC, tous les invoques spéciales, dynamiques, etc., qui vont pointer sur le tableau de constantes. C'est clair? La suite, les access flags. Donc, une classe, quand on écrit en Java, on a plusieurs mots-clés, public, final, interface, abstract. Et ces mots-clés sont convertis en accesseurs, enfin modificateurs, on dit aussi, qui sont, on retrouve public, final, interface, abstract. Seule différence, c'est le super, qui est un artefact du passé. Donc il faut considérer qu'il doit toujours être seté, ce flag, et c'est tout. C'était notamment des histoires d'appel à des constructeurs. Mais
Ça sert à rien de vraiment savoir à quoi ça sert, puisque on part du principe qu'il doit toujours être seté. Donc le fonctionnement, c'est sur des masques. L'access flag, il est sur 2 octets. Et chaque flag prend un bit sur ces 2 octets. Et on retrouve les mêmes. Il suffit d'utiliser un ou logique pour utiliser plusieurs flags, sachant que les mêmes règles qu'en Java sont utilisables, c'est-à-dire qu'une classe abstraite ou une interface ne peut pas être finale, etc. Et puis une interface, c'est toujours public. Ensuite, this class, superclass, ont le même sens qu'en Java. Donc this, c'est la référence à la classe courante, et super, c'est le parent. Ces 2 champs vont porter des index vers une constant class, donc le nom de la classe courante ou de la classe parente, sachant que au moins toute classe aura pour superclasse Java Lang Object, ou la seule exception, ça sera Java Lang Object qui lui n'a pas de parent. Mais ça ne vous intéresse pas trop, puisque quand on code, on utilisera toujours cet objet et on n'aura pas le choix. Et contrairement en Java, on n'a pas besoin de faire un extend object. Ici, dans un fichier classe, toujours, il faut préciser quel est le parent, même si c'est Java Lang Object. Ce qu'on ne va pas voir aujourd'hui, c'est les champs pour les interfaces et les champs. Mais c'est assez clair, en fait, c'est le nombre d'interfaces, et ici, ça sera la même chose, des constantes vers le pool de constantes, et ici, le nombre de champs, avec un champ, là par contre, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas rentrer dans le détail. De même, on ne verra pas tout ce qui est attributes, à savoir qu'on peut créer un fichier classe avec une méthode statique, sans aucun champ, sans constructeur, sans avoir à utiliser tout ça. Ce qui va nous intéresser, pour relier un peu à ce qu'on a fait précédemment, c'est les champs méthodes, qui a pour structure ceci, qu'on retrouve les access flags, name index, et des attributs, donc on va voir en détail. Les access flags, même principe, donc on a tous les mots-clés Java, avec en plus, enfin ça aussi c'est un mot-clé strictfp. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce mot-clé qui permet d'avoir, enfin qui est applicable sur les calculs avec des nombres à virgule, donc les doubles et les flottes. Le but c'est de garder une cohérence entre toutes les plateformes sur un calcul. C'est-à-dire que la précision, on va perdre un peu de précision en utilisant le strictfp, mais le calcul sera identique entre toutes les plateformes. Ce mot-clé en Java, il est aussi utilisable au niveau d'une classe. On ne l'a pas retrouvé précédemment dans les access flags, mais le compilateur automatiquement va le mettre sur toutes les méthodes si la classe a ce mot-clé. Et donc ça fonctionne sur le même principe avec des masques, puisque chaque flag correspond à un bit sur un short. Les noms et les descripteurs, le nom et le descripteur, c'est assez clair. C'est le nom de la méthode avec son descripteur qui vont pointer sur une constante UTF-8. Rien de fantastique. Là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est les attributs. 4 structures ont le type attribut à l'intérieur. Donc, class file, c'est ce que j'ai dit qu'on ne verrait pas. Attribut, enfin field, qui a aussi des attributs. Méthode et code. Code, c'est un attribut qui a des attributs. Il y a plusieurs types d'attributs qui sont assez clairs. Synthétique, c'est juste pour des méthodes qui sont générées par le compilateur. Line number table et local variable table, c'est des informations de débugage, puisque quand un fichier Java est compilé en bytecode, on perd toutes les variables locales et les numéros de ligne, et donc le but c'est de stocker ces informations dans ces attributs.
aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, donc, c'est l'attribut code uniquement. Donc un attribut de base, c'est un nom qui correspond à ça. C'est juste le nom qu'il y a ici. Donc, je vais pointer sur une constante UTF-8 qu'aura la valeur code, la longueur de l'attribut, et plein d'informations qui, comme les tags, dépendront du type d'attribut. Donc pour l'attribut code, on retrouve l'attribut name, donc là ça sera code, toujours. La longueur de l'attribut, donc c'est le calcul de tout ce qu'il y a dans l'attribut moins les 6 premiers octets. Donc on va peut-être pas détailler, mais c'est assez simple à calculer la longueur d'un attribut. Max stack et max local, ça correspond à la taille maximum que peut avoir la pile d'opérandes et la table des variables locales. Donc potentiellement, on pourrait mettre une taille indéfinie, enfin maximum qui serait 65 000. Mais pour des raisons de performance, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la taille utilisée. Et donc pour calculer ces informations, je ne vais pas le détailler, mais il suffit de prendre toutes les instructions et de voir ce qu'elles font. Si j'utilise LDC, je sais que je vais rajouter une variable dans la pile de constantes. Quand je vais faire un iLoad, iStore, je sais que j'impacte les tableaux de variables et la pile. Et donc c'est grâce aux instructions que je vais pouvoir déterminer la taille de la stack et des variables locales. Ensuite, la partie code, c'est vraiment la partie qui va contenir les instructions qu'on a vues dans la deuxième partie. Chaque instruction fait un octet, plus la taille des arguments. Donc on a un quart des instructions qui ont des arguments, sachant que la plupart des instructions qui ont des arguments, c'est juste un index vers des poules de constantes, avec des exceptions comme les jumps qui correspondent à des for do while en Java. C'est des goto, quoi, simplement avec des labels. Et donc là, on aura des offsets, c'est un peu plus compliqué. Et encore plus compliqué, c'est les switch. Mais ça, on va laisser de côté. Et donc là, la taille pour les switches notamment, la taille des arguments est variable en fonction du nombre de cases qu'on a dans un switch. Et donc voilà, c'est quasiment fini. C'est juste le début. C'est, je pense, assez confus ce que je vous ai raconté, parce qu'il y a tellement de choses à raconter que je ne sais pas trop jusqu'où aller. On n'a pas vraiment vu des questions d'optimisation, mais c'était des idées que je vous ai données sur les nombres des paramètres, par exemple, des méthodes. Ensuite, ça sera l'exploration de la JVMS pour aller plus loin, ou des articles, donc la JVMS ici. Invoke Dynamic, c'est l'instruction qui est apparue en Java 7 pour les langages dynamiques. Vous retrouvez pas mal d'informations sur John Rose, architecte en chef de la JVM, et le blog de Charles Nutter, qui est leader du projet JRuby. Donc c'est le premier à avoir utilisé cette instruction dans un cas réel. Et puis la série d'articles dont je vous parlais sur la JVM to bytecode, qui va durer un certain temps. Et vous aurez plus d'informations, plus détaillées, plus organisées que ce soir. Voilà. Je vous remercie. Des questions? Ouais, j'avais juste une question, c'était par rapport aux exceptions. Au début, tu avais dit. Oui. Des exceptions, effectivement, j'en ai pas parlé. C'était notamment sur les stacks, si je reviens. Alors. Donc, première exception, c'est le Stack Overflow. Donc, si
stacker beaucoup de frames, c'est-à-dire qu'on va par exemple avoir une méthode récursive, infinie, elle va rajouter des cadres au fur et à mesure, puisque c'est à chaque méthode qui est appelée, et que l'autre n'est pas terminée, on va empiler les cadres. Si la JVM n'a pas assez de place, on va avoir un Stack Overflow exception. Autre cas courant, c'est au niveau de la heap. Si la heap n'est pas assez grande, on va avoir un parent gem space. Sachant que ça va dépendre aussi de l'algorithme du garbage collector qui est utilisé. Et ça serait rentrer dans trop de détails. C'est les exceptions les plus courantes. Et donc après, j'ai mentionné les versions qui ne correspondaient pas. De fichiers sources, des fichiers classes qui n'ont pas les bonnes versions. Il y a des exceptions qui sont aussi générées si les types de retour ne correspondent pas au type du return, et pas mal d'autres. C'est des cas, En fait, c'est des runtime exceptions, en fait, là, pour la plupart. Ah oui, de toute façon, après, les autres exceptions, normalement, elles ne devraient pas apparaître. C'est pas la même chose dans les runtime et chaque exception, c'est uniquement chaque au niveau du compilateur. Ok. À la base, il n'y a pas de différence. Autre chose? Et quelle utilisation de manipulation de bytecode? Alors, les cas d'utilisation, généralement, dans un projet, on va rarement avoir cas, mais tout ce qui est AOP, Hibernate va utiliser de la manipulation de bytecode comme Spring pour insérer des proxys et tout. Il y a pas mal de librairies qu'on utilise, mais surtout des librairies J2E qui sont utilisées, qui utilisent ASM notamment, qui est plus courant et plus simple à utiliser. Et ce qui est un peu embêtant en fait, parce que quand on manipule du bytecode, après, pour le débugage, c'est un peu compliqué. Pour les mocks, je crois qu'il y avait un truc qui utilisait ça. Aussi, oui, mais en fait, c'est la même chose. À chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose que le langage ne permet pas, au-delà, c'est le principe de l'AOP, en fait, de mettre des intercepteurs où on veut.